Tony Newman you know. This is J.D. Hey. Lynn? Right. Listen, Doug, when we jump back, we do our job. Nothing else. First commandment, we don't take anything or do anything for personal reasons. If you do, it's considered treason. One misstep back there, and our present changes forever. You got that? See? Okay, let's go for a walk. Man to man, you know, there's something a little different about you, soldier. Don't ask, don't tell. Now, I hope y'all pee, because we're not stopping every 10 minutes. Mr. Salazar, take us to launch mode. Any go, no goes? We are go for medical. We are go for psychological. We are go for control. We are go for strategic. We are go for operations. We are go for tactical. We are go for comlink. Time storm approaching. Spiking! Power grid at 97%. Losing visual contact. Just keep walking! I will not puke. I will not puke. I will not puke. Acquiring target. Sympathy at 42%. Sympathy at 79%. Just keep walking! Time on target. 10 seconds. 9. We are at maximum power. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Target acquired. The team is away. Là, vous venez de voir un extrait du film Time Tunnel, un dérivé de la fameuse série américaine de science-fiction Time Tunnel. Bah, au cœur du temps, Time Tunnel était une série télévisée américaine faite en 30 épisodes de 50 minutes, créée par Irwin Allen d'après le roman de Murray Leinster et diffusée entre le 9 septembre 66 et 7 avril 67 sur le réseau ABC. Ce qu'il faut savoir c'est que dans certains films ou certaines séries, en réalité, on nous divulguerait certains programmes secrets qui ont été développés par l'armée américaine depuis les années 50. Bon, je vais vous donner la petite histoire de la série TV au cœur du temps. Après avoir inventé en 1968 le chronogire, un tunnel permettant de voyager dans le temps, deux chercheurs, Tony Newman et Doug Phillips, le testeront et en deviendront prisonniers.
Dans l'impossibilité de regagner leur époque, ils sauteront d'une époque à l'autre, assistant à des événements passés, le naufrage du Titanic, le siège de Troie, l'attaque de Pearl Harbor ou des scènes futures. Leurs collègues scientifiques restés à la base sont capables de les localiser dans le temps et dans l'espace. Ils peuvent les observer, communiquer avec eux par la voix et leur envoyer de l'aide par le tunnel. Mais leurs tentatives pour ramener Tony et Doug échoueront à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que le nom de l'un des acteurs, Tony Newman, vous allez le voir là, l'un des acteurs, Tony Newman, joué par James Darren dans la série Au cœur du temps, est en fait un clin d'œil envoyé au scientifique américain Von Neumann, qui fut l'un des ingénieurs instigateurs d'expérience de Philadelphie. Et pour ajouter un mystère à la série, Au cœur du temps, l'acteur américain James Darrell, comme je disais, l'américain James Darrell dans la série Au cœur du temps est en fait un clin d'œil envoyé au scientifique américain Von Neumann. Et pour ajouter au mystère de la série, l'acteur américain James Darren, qui jouait le rôle de Tony Newman dans la série, a été né le 8 juin 1936 à Philadelphie. C'est pour dire les coïncidences très très étranges, mais bon. Vous le voyez, c'est lui l'acteur James Darrell, appelé Tony Newman dans la série. Cette série, elle ne faisait que vous présenter sous une forme de science-fiction ce qui s'était réellement passé dans la base de Montauk à Long Island, près de New York, depuis les années 50. C'était dans cette même base que des scientifiques auraient réussi à percer les mystères du voyage dans le temps, en ouvrant de véritables portails temporels. Les vortex créés dans la série ressemblent étrangement à ceux qui étaient créés dans la base de Montauk. Ils se présentaient en général comme un tunnel en forme de tire-bouchon. La série Au cœur du temps nous montre un peu l'aspect, ce que vous voyez un peu devant la vidéo là. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Au cœur du temps, dans le premier épisode, Tony Newman atterrit à l'époque du Titanic. Ça, c'est la scène où il se retrouve dans le bateau. Et là, il apprend qu'il est sur le Titanic. Et je vous pose cette question, notre monde est-il devenu l'ombre du Titanic? Et pourquoi cette série a-t-elle commencé par son premier épisode en envoyant Tony Newman sur le Titanic? Bon, maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est réellement passé à Montauk. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, après l'expérience de Philadelphie, les scientifiques recherchaient une zone désaffectée pour pouvoir continuer leurs recherches. Ils avaient demandé à l'US Navy et l'armée américaine de leur fournir une base où ils pourraient continuer sans être inquiétés de leurs recherches. Les militaires pouvaient leur octroyer une base à moitié désaffectée, celle de Montauk, sur laquelle un vieux radar, le radar Sage qui avait servi pendant la guerre, était disponible. Les techniciens du radar avaient remarqué dans les années 60 qu'on pouvait changer l'humeur et le comportement des gens de la base en changeant la puissance et la fréquence du radar. Cela intéressa beaucoup les scientifiques. De plus, l'armée pouvait procurer des cobayes facilement en offrant aux volontaires des installations de loisirs, de sport et de bonne chère, et en leur faisant ignorer la finalité et les modalités des tests. Au radar Sage, on a joigné la technologie froid micro-ondes. Le projet sera rebaptisé Phoenix 2, plus simplement projet Montauk. En combinant l'énergie magnétique avec les ondes radio du radar, les ondes électromagnétiques du radar, les scientifiques ont réussi à obtenir une technologie qui leur permettait de créer des objets carrément par l'intermédiaire d'un cobaye sur lequel, qui était assis sur une sorte de chaise qu'on appelait la chaise de Montauk. Cette chaise n'avait rien d'une chaise normale, c'était une petite chaise sous laquelle il y avait un bobinage électromagnétique et qui permettait de fournir le système électronique au cobaye qui était assis dessus pour qu'il puisse faire apparaître des objets. À partir de cet instant, dès l'instant où les scientifiques ont compris qu'ils pouvaient matérialiser certains objets grâce à cette technologie, ils ont eu l'idée de demander aux cobayes d'imaginer l'ouverture de vortex vers d'autres temps du monde.
Et c'est là où on va vous parler de Duncan, hein. Bon, il nous explique que Duncan allongé sur la chaise se mettait en condition psychique, puis le transmetteur était branché. Sa tête était recouverte de plaques reliées par des fils à la manière d'un électrocéphalogramme. Duncan se concentrait sur une ouverture du temps et sur une période donnée. Donc une porte apparaissait au centre de l'antenne Delta, hein, puis à l'endroit prévu dans le sous-sol. Ce tunnel, il apparaissait dans le sous-sol de la base. Le tunnel se formait à une sorte de corridor circulaire en spirale, hein, cannelé. Apparaissait tout au fond se trouvait une ouverture lumineuse, hein, plus petite, hein, il ne fallait pas la franchir. Le tunnel était éclairé. Dès qu'une personne entrait dans le tunnel, elle se sentait comme aspirée dans un vortex et se retrouvait au lieu et à l'endroit prévu. Une chose très importante se produisait, arrivé au 2 tiers du tunnel, hein, le corps psychique se détachait du corps physique, hein, et le voyage se bornait à un voyage psychique. Mais si on augmentait la puissance du générateur, le corps physique disparaissait et l'on intéressait réellement dans tout endroit de l'espace et du temps choisi. On pouvait emporter des objets, on pouvait rapporter des objets. Certains appareils ont été ainsi ramenés du futur et ont fait progresser la technologie, hein. Mais on pouvait se perdre dans le tunnel et on ne revenait plus. De nombreuses personnes sont ainsi disparues, hein. D'autres moururent. Il était nécessaire de programmer le retour pour un temps légèrement en avant du moment du départ. Parfois on revenait des années plus tôt. Au début, le portail devait rester ouvert, hein, et cela dépendait de la concentration de Duncan, hein. Il dut subir un entraînement important pour obtenir que la porte d'entrée non seulement reste béante, mais qu'elle se stabilise. À la fin de 1980, le système n'était pas encore parfait, mais la porte restait relativement fixe. Lorsqu'on décidait de voyages dans le temps, toute la base était évacuée, hein. Il ne restait que Duncan, Nichols et quelques autres techniciens. Mais chacun d'eux avait sa fonction propre et ils ne connaissaient pas celle des autres. Pour la sécurité, toutes les actions étaient soigneusement cloisonnées. Alors une équipe spéciale, qu'on appelait l'équipe secrète, arrivait et le travail commençait. Duncan voyait et surveillait le voyageur de l'espace-temps, hein. Il pouvait également voir et entendre ce que le voyageur voyait, hein. Et on enregistrait tout cela, et des vidéocassettes reproduisaient toutes les explorations passées et à venir, d'ici et ailleurs. Ce projet fut intitulé Phoenix 3 et dura de février 81 jusqu'au mois d'août 83. À partir de 1982, le cobaye qui était assis sur la chaise de Montauk, ici c'était le fameux Duncan, n'était pas toujours nécessaire à l'opération. Il suffisait d'introduire la cassette logicielle pour mettre le processus en marche. C'est grâce à la machine qu'ont pu renvoyer les deux frères Cameron de 43 quand ils apparurent à la porte du tunnel sur l'Eldridge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en place du tunnel du temps nécessitait de nombreux humains pour expérimenter ces voyages spatio-temporels. Preston Nichols, un des cobayes aussi, hein, raconte qu'il était devenu courant d'attraper des gens dans la rue et de les envoyer dans le tunnel. La plupart du temps, il s'agissait de clochards d'ivrogne, hein, des gens abandonnés dont la disparition ne pouvait pas créer de problème avec la famille. Lorsqu'on ramassait un ivrogne, on était obligé de le maintenir à la base pendant une semaine pour qu'il soit entièrement sobre. Beaucoup d'entre eux ne revenaient pas car ils étaient psychiquement fragiles, hein. Lorsque quelqu'un était perdu, c'était causé habituellement par une déformation de l'hyperespace, hein. Les scientifiques essayaient cependant de récupérer leurs cobayes. Plus tard, on réussit à créer un tunnel secondaire. Ainsi, on pouvait suivre les voyageurs, parfois d'ailleurs contre leur gré. Pour les ramener, ce tunnel secondaire était un vortex d'énergie non matérielle qui ne permettait pas d'intervenir, mais seulement de voir et d'entendre. On l'appelait l'œil qui voit. On pouvait suivre l'individu et observer ce qu'il voyait. On pouvait même enregistrer les scènes, cela ne réussissait pas toujours, hein, pas plus. Et on perdait encore pas mal de gens. On estime à 3 ou 10 milliers de personnes ont pu disparaître dans le tunnel du temps de Duncan. Près de 250 000 personnes auraient été perdues ou tuées dans les 25 bases où toutes ces expérimentations avaient eu lieu. C'est à partir de 1970 que des enfants furent amenés dans la base de Montauk. On les emmenait de force, hein. On avait même dressé certains enfants à recruter des copains dans les rues de New York, principalement aux abords du métro, hein. L'enfant recruteur partait dans le tunnel et se rendait aux endroits les plus populaires. Il avait une autonomie de 6 heures, hein. Au-delà il risquait de se perdre, hein. Il avait été éduqué pour convaincre les autres. Quelques-uns retournaient chez eux, d'autres non. Habituellement on choisissait des enfants grands, blonds, aux yeux bleus.
Ce stéréotype de l'arien blond venait de ce que, comme les nazis et les scientifiques de Montauk étaient persuadés, à tort ou à raison, hein, que cette race avait des capacités psychiques plus grandes. On prenait quelquefois certains enfants aux yeux et cheveux noirs, hein, mais au nez fin et droit. Lorsque ces garçons partaient dans le tunnel, on commençait par leur faire effectuer un test spécial. On les envoyait dans le futur en l'an 6037, toujours au même endroit. Ils devaient y voir une cité sans vie, en ruine. Sur la place au centre de la ville se trouvait un cheval en or sur un piédestal. Sur ce piédestal, il y avait des inscriptions à caractère inconnu. Les enfants étaient invités à déchiffrer ces inscriptions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette base de Montauk, on programmait des enfants avec des procédés assez basés sur la terreur et la souffrance, hein. La victime était placée nue dans une pièce et on fixait des fils électriques sur leur sexe, hein, et l'opération diabolique commençait, hein. Elle était excessivement brutale, hein, jusqu'à ce que l'enfant ou l'adolescent devienne complètement amorphe, pantelant et inconscient. Beaucoup en mouraient, hein. Ceux qui survivaient étaient particulièrement suggestionnables, c'est-à-dire hypnotisables, hein. Vers la fin de l'expérimentation, une sorte d'antenne était placée dans la pièce. Pour quelle raison, on n'en sait pas trop grand-chose, hein. Les garçons morts étaient autopsiés et on prélevait certaines parties de leur corps et de leur cerveau. À remarquer que leur mort était survenue dans la plus grande concentration de peur, hein, possible pour un être humain. Quand les enfants étaient brisés complètement, ils étaient confiés à des psychologues programmateurs, hein, qui reconstituaient leur personnalité dans le sens désiré, hein. Même le subconscient était reconstitué à partir de niveau le plus profond. Quand la programmation était réalisée, on lâchait le jeune dans la société, hein. Et grâce à un mot de passe, on le réactivait à distance, hein. Là, comme vous voyez, dans la série TV Au cœur du temps, on ne vous présente pas cet aspect des choses, hein, parce que c'est logique, hein. On vous présente juste le voyage temporel des deux scientifiques qui ont été perdus dans le tunnel. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans la série Au cœur du temps, vous avez certaines spécificités et caractéristiques qui auraient été développées dans la base de Montauk. Par exemple, l'œil qui voit, hein. Dans la série, on peut voir que à certains moments de l'épisode, ils peuvent suivre l'évolution du voyageur du temps. Vous avez comme un écran qui s'allume et ils le suivent. Mais ils ne peuvent pas intervenir parce qu'ils ont été perdus dans le couloir du temps. Ce qu'il faut savoir tout de même concernant certaines séries américaines, c'est qu'elles divulguent, c'est-à-dire elles évoquent certains programmes secrets américains. Par exemple, la série Stargate fait allusion au programme Looking Glass, hein, dont j'avais déjà parlé. Ils avaient réussi à ouvrir des vortex grâce à la récupération d'un appareillage développé qui était sur un ovni. Quant à la série Au cœur du temps, elle a fait vraiment allusion au rescapé de Montauk. Les voyages dans le temps qui avaient été conçus dans cette base américaine désaffectée. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette base aujourd'hui paraît désaffectée, mais les techniciens et les scientifiques se sont déplacés vers un autre lieu parce que comme ça commençait à circuler, la rumeur, et puis certains ont commencé à avoir des visions, ont commencé à écrire des livres, donc ils ont préféré déplacer tout le personnel de la base vers un autre lieu plus secret. Je dirais vers la zone 51, ils ont ouvert un complexe pour y installer cette nouvelle équipe.